Cette question, à présent, qu'est-il arrivé à Laure Zakello? On parle d'une mère de famille âgée de 43 ans qui n'a plus donné signe de vie depuis 8 jours. Depuis le vendredi 21 juin, elle a été aperçue à Urugne, dans les Pyrénées-Atlantiques. Les policiers semblent privilégier la thèse d'un homicide, d'un féminicide. Même les derniers détails avec Clément Gauvin et Witold Stanik. Elle n'a plus donné signe de vie depuis plus d'une semaine. Laure Zakello, une infirmière de 43 ans, a été vue pour la dernière fois dans la commune d'Urugne au Pays Basque, où elle vivait avec ses 3 enfants. C'est une collègue qui est vraiment agréable, sympathique, souriante. Ça m'effraie, ça me fait peur. Le 21 juin, son mari, un professeur d'EPS, ancien officier de réserve de la gendarmerie, avec qui elle est en instance de divorce, est retrouvé par sa sœur, inconscient, blessé derrière la tête devant leur domicile. Aucune trace d'effraction ni de lutte ne sont relevées, mais plusieurs armes à feu ont disparu. Laure Zakello n'est pas là, mais plusieurs de ses effets personnels sont retrouvés par les policiers. Des indices graves et concordants laissent à penser que Laure Zakello est possiblement décédée, possiblement victime d'un homicide volontaire par son conjoint. Car selon son entourage, la mère de famille était décrite comme terrorisée par son ex-compagnon. Se sentant menacée, elle avait acheté une caméra portative. L'homme aurait forcé son cabinet professionnel ou changé le code de son téléphone portable. Le profil de cet adepte de la mouvance survivaliste interroge. A-t-il pu minutieusement cacher le corps de son ex-compagne? À partir du moment où on a un profil, quelqu'un qui s'intéresse aux armes, quelqu'un qui est dans cette mouvance survivaliste, donc qui prévoit toujours le pire et même au-delà du pire, un complotisme extrême, oui, c'est quelqu'un qui est en capacité d'avoir repéré beaucoup de lieux. Pour la retrouver, d'importants moyens de recherche ont été déployés. Les enquêteurs cherchent aussi à recueillir des informations sur ce 4x4 de type Suzuki Samouraï Rouge ayant circulé sur le secteur d'Urugne autour du 20 juin. Son mari a quant à lui été mis en examen et placé en détention provisoire. Bonsoir Florence Ouas. Avocate pénaliste en face de vous, Violaine de Philippis, bonsoir. Bonsoir. Avocate également et cofondatrice du collectif Action Juridique Féministe. À distance, avec nous également, Benoît Jude, bonsoir. Merci d'être avec nous. Détective privé spécialisé dans les cas d'emprise mentale et de dérive sectaire. Le suspect étant présenté comme survivaliste, on va en parler dans quelques instants. Et Bernard Boulou, bonsoir, avocat pénaliste et membre de l'association de recherche des personnes disparues. D'ailleurs, votre association est-elle sollicitée dans des cas comme celui de la disparition de Laure Zakello? Oui, alors ça peut arriver que l'association soit contactée tout de suite, alors soit par la famille, soit par les services de police ou de gendarmerie qui ont le contact avec l'enquêteur local. C'est tout à fait possible. Comment une disparition est-elle gérée, si je puis dire, et quelles sont les étapes finalement qui suivent ce moment où une personne ne donne plus signe de vie, chaque dossier étant bien sûr différent. Et là, ça a été rappelé dans le sujet que l'on vient d'entendre, une personne, en l'occurrence le mari de Laure Zakello, fait figure de suspect et il est actuellement en détention provisoire puisque l'hypothèse privilégiée est celle d'un féminicide. Alors, normalement, le proche va prévenir les services de police ou de gendarmerie, faire un signalement. Une fois que ce signalement est fait, tout va dépendre de la formation de l'agent de police ou du gendarme qui va prendre note de tout ce qui a pu lui être apporté. Ils vont définir s'il s'agit d'une disparition inquiétante ou pas. Il y a disparition inquiétante, par exemple, lorsque la personne part de chez elle en laissant toutes ses affaires personnelles, notamment les clés de la voiture, ses papiers personnels, son téléphone, comme c'est le cas, comme j'ai compris dans cette affaire, et lorsque la personne est vulnérable. Là, il y a une disparition inquiétante. En principe, on prévient le procureur de la République quand on est enquêteur et on met à disposition tout de suite des moyens pour rechercher donc des indices. Alors, et ça peut être les vidéos, ça peut être les bornages téléphoniques. C'est tout de suite une perquisition, ça en tout cas c'est ce que je recommande, une perquisition du domicile de la personne disparue pour relever un certain nombre d'indices. Alors les ordinateurs, faire des perquisitions électroniques, trouver des notes, des écrits, etc.
pour voir si la personne n'a pas eu des contacts qui pourraient être dangereux. Donc il y a tout un tas d'investigations qu'il faut faire tout de suite, et c'est ce qui a été fait, je pense, dans cette affaire, puisque effectivement, on a relevé des indices qui ont permis d'avoir des doutes sur le conjoint et effectivement de le mettre en examen. Voilà. Maître Rouas, justement, pardonnez-moi, Bernard Boulou, je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire. Maître Rouas, avant-hier, le procureur de Bayonne a annoncé que, je cite, des indices graves et concordants laissaient penser que Laure Zakello est probablement décédée, possiblement victime d'un homicide volontaire par conjoint. Lequel conjoint est depuis placé en détention provisoire. Quand on parle d'indices graves et concordants, les enquêteurs disposent d'éléments. Oui, c'est ce qu'on peut. Enfin, en tout cas, il y a eu une enquête préliminaire, probablement. On ne place pas en détention provisoire quelqu'un comme cela. Enfin, bien entendu, bien entendu. C'est-à-dire qu'en fait, à l'origine, comme le disait mon confrère, il y a eu donc disparition inquiétante, et puis qui a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire. Cette information judiciaire a conduit au placement en garde à vue du conjoint, lequel, semble-t-il, ne s'est pas beaucoup exprimé d'ailleurs dans le cadre de la garde à vue, ce qui était parfaitement son droit, puisqu'elle a fait valoir son droit au silence. Puis il a été présenté devant un juge d'instruction dans le cadre de l'interrogatoire de première comparution, assisté d'un avocat, voilà. Et puis le juge l'a mis en examen parce qu'il a considéré, sur réquisition du procureur de la République, qu'il y avait des indices graves et ou concordants, c'est-à-dire des éléments dans le cadre de l'investigation qui laissaient penser qu'il pouvait s'être rendu coupable d'une infraction. Mais n'oublions pas qu'il est présumé innocent. Bien sûr. Donc pour l'instant, on n'en est qu'au début de l'enquête. Ensuite, il a été présenté devant un juge des libertés et de la détention. Et ce juge des libertés et de la détention a jugé opportun, à l'issue d'un débat contradictoire, donc procureur, avocat, le mis en examen, de placer en détention le conjoint. Voilà où on en est pour l'instant. Sachant que l'hypothèse privilégiée est donc celle d'un homicide, d'un féminicide plus précisément. Selon les informations de l'agence France Presse, le couple était en instance de divorce, séparation manifestement mal vécue par le mari, principal suspect, enseignant de 43 ans, ancien officier de réserve de la gendarmerie qui pratique le tir sportif et la chasse. Violaine de Philippis, nouveau féminicide présumé. D'ailleurs, quels sont les derniers chiffres Les chiffres sont relativement les mêmes que l'an dernier, en légère hausse. Après, ça dépend des comptes, à peu près 1 tous les 3 jours. Mais là, ce à quoi on assiste, effectivement, ce n'est pas un fait divers. C'est-à-dire que c'est un fait régulier qui répond toujours au même stigmate. Avec des schémas que l'on observe. Voilà, tout à fait. Un homme qui, dans une volonté de posséder son ex-femme ou sa femme, va ne pas supporter soit une rupture, soit la façon dont elle se comporte, peu importe, et donc va soit la harceler, l'agresser et parfois la violer, voire la tuer. Donc là, on est vraiment dans ce schéma-là et notre société n'arrive pas à endiguer ce phénomène pour plusieurs raisons. Mais je rappellerai qu'on le voit encore aujourd'hui, ça arrive dans toutes les catégories socio-professionnelles, ça arrive dans peu importe l'origine des personnes. C'est un fléau transversal. Si tout à fait. Les violences faites aux femmes concernent malheureusement tout le monde. Et ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, c'est que j'ai lu dans un article qu'apparemment cette femme avait signalé les violences à la police il y a déjà quelques temps. Elle les avait aussi signalées sur les réseaux sociaux, mais aussi à la police, sans déposer plainte. Et donc, au moment où elle va parler à la police, eh bien... Le parquet fait état, pardonnez-moi, mais je précise encore vos propos, de témoignages de proches, d'écrits de cette femme paraissant terrorisée par son ex-conjoint, au point de dormir sur le canapé avec ses enfants et de, je cite, disposer des objets autour d'elle pour l'entendre s'approcher. Tout à fait. Alors certes, elle n'avait pas déposé plainte, mais elle avait été à la police pour signaler cette dangerosité. Et là, il y a eu un problème, puisqu'en fait, il n'y a pas eu d'évaluation du grave danger qui était en cours, comme c'est souvent le cas. Il y a un rapport de l'Inspection générale de la justice qui pointe que les femmes victimes de féminicide, eh bien, quand elles étaient venues signaler les violences à la police, dans 8 cas sur 10, la plainte avait été classée sans suite, essentiellement par manque d'enquête. Maître Rouas, sur la protection des femmes en danger avant qu'un drame ne survienne, est-ce que ça évolue ? Oui, bien sûr. Il y a notamment la loi du 13 juin 2024, l'ordonnance de protection, qui peut être aujourd'hui une ordonnance de protection provisoire. C'est-à-dire que dès, si vous voulez, la plainte, alors qui ne nécessite pas une plainte pénale
en amont, mais cette loi permet justement au juge aux affaires familiales de prendre une ordonnance de protection immédiate en attendant que l'audience se tienne dans les 6 jours de la fixation pour décider qu'il y a ordonnance de protection. Donc on a vraiment une véritable évolution dans les mesures qui encadrent et qui protègent les victimes de violences conjugales, parce que le juge aux affaires familiales, selon effectivement les dispositions du Code civil qui régissent toute la question de l'ordonnance de protection, eh bien, peut prendre beaucoup de mesures concernant, par exemple, l'éloignement du conjoint, l'aspect à l'égard des enfants, l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement. Enfin, il est question d'une mère de famille, en l'espèce. Et en l'occurrence, et vraiment, il a de plus en plus un champ d'action, le juge aux affaires familiales. Moi, je vois depuis des années, les choses ont énormément évolué. Avant, l'ordonnance de protection était compliquée à obtenir, on mettait des délais, les juges étaient un peu frileux. Aujourd'hui, vraiment, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on peut avoir une ordonnance de protection provisoire. Hein. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même, de quoi aussi, il y a un arsenal de mesures qui protègent les femmes, quand Bernard même. Boulou, vous qui êtes membre de l'association de recherche des personnes disparues, bon là on est dans un dossier coloration criminelle si je puis dire, puisque c'est l'hypothèse criminelle qui est privilégiée, mais quand on parle d'une disparition, elle est en cours, d'une personne majeure, est-ce que ça peut représenter une difficulté supplémentaire? En clair, prendre plus de temps? Alors, dans le cas qui nous occupe, je dirais non, puisqu'effectivement, il y a un faisceau d'indices, je voudrais rebondir un peu sur ce qui a été dit, il y a un faisceau d'indices qui démontre qu'on s'oriente plus vers une hypothèse criminelle que vers un départ volontaire de la personne. Il n'y a pas de départ volontaire de cette personne dans la mesure où, je l'ai dit tout à l'heure, elle a laissé ses clés, son téléphone et toutes ses affaires personnelles chez elle, donc, et même sa voiture. Donc il n'y a pas de départ volontaire. Donc c'est forcément un départ involontaire, si vous me permettez l'expression. Donc là-dessus, tous ces faisceaux d'indices ont permis au juge d'instruction de mettre en examen la personne qui est présumée innocente naturellement et de la mettre en détention. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette dame avait avait indiqué aux policiers qu'elle faisait l'objet de violences. Seulement, d'après les éléments que j'ai pu recueillir de vos confrères de la presse écrite, il n'y a pas eu de plainte. Il faut différencier la plainte de la déclaration, la simple déclaration, la dénonciation. Le procureur de la République ou les policiers ne sont pas obligés de poursuivre ou de mener une enquête s'il n'y a pas de plainte. Il faut bien qu'on s'entende sur ces choses-là. Donc, il ne faut pas faire le reproche au policier ou au parquet d'avoir classé sans suite. Il n'a pas classé sans suite, il n'y a pas eu de plainte. Merci, Maître Boulou. Je suis obligé de vous arrêter parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vois que Violaine de Philippis réagit. En fait, simplement pour préciser ce que disait mon confrère, en fait, quand on vient signaler des violences, quand une femme ou un homme d'ailleurs vient signaler des faits à la police, le parquet peut tout à fait déclencher une enquête. Et en fait, on voit bien que là, ils auraient dû le faire. C'est-à-dire que quand on vient signaler des violences, peu importe que la personne veuille ou pas déposer plainte, eu égard aux chiffres actuels, eh bien, on devrait systématiquement en fait enclencher une enquête. Ça aurait pu éviter ce drame, qui n'est pas un drame du coup. Benoît Jude, je me tourne vers vous, qui êtes détective privé spécialisé dans le cas de l'emprise mentale et des dérives sectaires. Dans le dossier qui nous occupe ce soir, on a donc un suspect, enseignant de 43 ans, ancien officier de réserve de la gendarmerie, pratiquant le tir sportif et la chasse, et présenté comme survivaliste. Alors c'est un mot qu'on a entendu ces dernières années, plus particulièrement, régulièrement dans l'actualité, dans le cas de faits divers, de l'actualité criminelle. C'est quoi d'abord le survivalisme? Est-ce que c'est forcément un délit? Alors, le survivalisme peut être pour certaines personnes une passion pour arriver à maîtriser suffisamment d'outils dans la nature pour pouvoir survivre. Ça porte bien son nom. Donc à la base, c'est pas forcément une croyance qui est délétère, mais il y a une croyance qui est souvent couplée avec le survivalisme, qui est le complotisme. Là, c'est beaucoup plus gênant. On n'est toujours pas sur du champ infractionnel, on reste sur des croyances. Mais le complotisme, lui, est très relié ensuite au phénomène de dérive sectaire, puisque je rappelle qu'au mois de mars 2023 s'est tenu des assises au ministère de l'Intérieur qui ont été organisées par Sonia Backès, l'ex-secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, et qui était destinées à améliorer le dispositif de lutte contre les dérives sectaires et le complotisme, puisque ce sont deux matières qui se rejoignent, sachant qu'au sein du complotisme, on a un phénomène annexe qui s'appelle la conspiritualité, c'est-à-dire un mélange entre le conspirationnisme et la spiritualité, où là, clairement, on touche à des phénomènes de croyances extrêmes, de dérives sectaires,
relié à cette mouvance plus générale du survivalisme et du complotisme. Donc est-ce que c'est ça dans ce cas de figure? Je ne sais pas. Et est-ce que ça a pu avoir un impact sur le dossier ou non? Peut-être pas. Hein. Est-ce que vous feriez un lien, au regard des éléments dont on dispose dans ce dossier, entre les personnes adeptes, si je puis dire, du survivalisme et l'utilisation des armes à feu, puisque c'est le cas en l'espèce, et dans la maison familiale, un pistolet automatique et un pistolet mitrailleur conservés dans des armoires fortes de la chambre parentale, ouvertes mais pas forcées, ont disparu. Est-ce que vous feriez le lien? Disons que le lien, comme ça, de facto, semble s'imposer. Après, il y a une enquête qui va être déroulée et qui permettra de... Est-ce qu'il y a une tentation de la violence? C'était ma question, pardonnez-moi, elle n'était pas très claire. Chez les survivalistes. Quand les survivalistes, de facto, vont utiliser un certain nombre d'armes pour pouvoir survivre, le survivalisme, parfois, rejoint les thématiques de fin de la civilisation. Et lorsqu'on fait face à une fin de civilisation, on s'oppose à d'autres êtres humains qui peuvent être confrontés à nous dans des thématiques complotistes, par exemple, pour récupérer de la nourriture, survivre en milieu urbain, sauvage. Et donc, nécessairement, les survivalistes apprennent à manier les armes correctement et à se servir de l'arme qui va être adéquate en fonction de la situation. Bon, est-ce que ça a eu un impact ici? On verra. Merci Benoît Jude, merci d'avoir été en direct avec nous. Merci également au maître au pluriel d'avoir été à mes côtés et à distance.